Yo, c'est Noémie et bienvenue dans le nouveau vlog du Buzzword. On est le 2 février, je n'ai pas commencé à lire hier, j'ai pas eu le temps, mais j'espère commencer à lire aujourd'hui et bien avancer puisque vous êtes censé voir cette vidéo dans 2 semaines et demie. Et j'ai 3 livres à lire, 3 livres qui sont plutôt des pavés. Donc, pour le mois de février, la thématique pour le titre au niveau du Buzzword, c'est Water Word, donc un mot dans le titre qui a un rapport avec l'eau, pas forcément le mot water ou le mot eau, mais un mot qui rappelle l'eau ou l'univers aquatique éventuellement. J'ai trouvé un livre, alors au départ j'étais censée lire autre chose, j'avais au départ sorti Blackwater de Michael McDowell, je crois que c'est ça son nom, le tome 1, et en fait c'est le premier tome d'une série, du coup je me suis dit bon, on va se calmer un peu sur les séries. À la place, je vous ai sorti un one-shot de Noël. Alors, c'est plus trop la saison, mais il fait encore assez froid dehors. J'ai sorti Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux aux éditions Twinkle. Le fjord a un lien avec l'eau, puisque ça désigne l'étendue d'eau qui est située, je crois, entre trois montagnes ou trois, je ne sais plus quoi. Mais voilà, le fjord, c'est pour désigner ce morceau d'eau. Et on va partir en Norvège. C'est ça. On va partir en Norvège parce que notre héroïne se retrouve dans une situation un peu compliquée juste avant les fêtes de fin d'année. Et une de ses amies lui propose de venir la rejoindre en Finlande pour fêter Noël, pour faire de l'animation, je crois. Oui, c'est ça, remplacer au pied levé un employé du village de Noël en Finlande. Donc, elle se dit, allez, ma vie c'est un peu la catastrophe en ce moment, donc pourquoi pas, j'y vais. Et elle va se retrouver coincée à l'aéroport et au lieu d'aller en Finlande, elle va se retrouver en Norvège avec un homme qui est un petit peu grincheux, plus ou moins, à mon avis. Donc on va être sur une romance, on va être sur, je pense, un Grumpy Sunshine en termes de trope. Et ça se passe en Norvège, on va avoir un petit Shiba Inu dans l'histoire. Donc voilà, il est très très beau, avec un petit signet, et j'ai hâte de le commencer. Je vous en dirai un petit peu plus, je pense, quand j'aurai atteint... Non mais regardez-moi ça. Quand j'aurai atteint la moitié. Je vais tester ce format, parce que jusqu'à présent, je le reprenais à chaque fois au tiers. Je me dis, c'est peut-être un peu beaucoup, ne serait-ce que pour moi, pour filmer. Ça me fait perdre un peu plus de temps sur la lecture, donc on va tester la moitié. Ce qui fait que je pourrais vous en dire un peu plus, et en même temps, je pourrais pas vous dire tout. Mais bon, on va voir. Donc, c'est mon premier livre pour le Buzzword du mois de février. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une théorie sur... si vous avez vu les critères du Buzzword, si vous avez une théorie sur les 2 autres livres que je vais lire dans cette vidéo. Et moi, je vous retrouve du coup quand j'aurai atteint la moitié de celui-ci. On est vendredi le 7 février et je viens seulement d'atteindre la moitié Et il a neigé sur le fjord. Je suis page 199, juste avant le chapitre 17. Alors, petit récap de l'histoire. On va suivre Léo, qui se fait licencier au tout début de l'histoire, qui s'est fait plaquer à Noël dernier, c'est juste avant Noël, elle s'est fait plaquer à Noël dernier le 24 ou le 25 décembre, donc elle a un peu perdu foi en l'amour. Et là, elle se fait virer de son boulot. Elle travaillait dans une agence de publicité à Limoges et elle est un peu démunie. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Elle a des parents qui sont assez, je ne vais pas dire exigeants, mais j'arrive pas à trouver un mot équivalent, qui sont assez durs avec elle, pas qui la rabaissent, mais qui estiment qu'elle pourrait faire beaucoup plus en fait que ce qu'elle fait actuellement dans la vie. Qui sont pas forcément fiers d'elle. Et elle a une de ses copines, sa meilleure amie, parce elle a pas vraiment de proches en fait, à part ses 2 parents. Elle a pas vraiment d'amis, donc elle a une meilleure amie qu'elle a depuis le lycée. Et il se trouve que cette personne connaît quelqu'un qui a une opportunité d'emploi pour Léo. Alors c'est complètement
abracadabrant, mais sa meilleure amie lui propose de postuler pour devenir lutin du Père Noël en Finlande pour la période des fêtes. Ça tombe plutôt bien. Alors au début, Léo est extrêmement surprise, elle ne voit pas du tout ce qu'elle va aller faire en Finlande, surtout qu'elle ne parle pas un mot de finlandais. Mais bon, il n'y a pas besoin de parler finlandais, enfin finlandais, finnois, je crois. Finnois, peut-être. Oups. Pour ce boulot, l'anglais suffit largement. Donc elle décide que, après tout, pourquoi pas. Donc elle est un peu stressée quand même parce que c'est la première fois qu'elle va partir aussi loin toute seule. Elle n'a jamais voyagé de sa vie à part une fois en Suisse. Elle prend l'avion et pendant le voyage en avion, pendant le trajet en avion, il y a des turbulences et l'avion est détourné. Ils sont obligés de se poser et ils arrivent en Norvège, à Oslo. Et là c'est un peu la catastrophe parce que elle a aucun repère, elle ne connaît personne, elle ne parle pas la langue, donc elle se débrouille un peu en français, en anglais, les gens arrivent plus ou moins à la comprendre. Enfin, elle perd son anglais, elle est tellement stressée qu'elle n'arrive plus à parler anglais, donc personne ne la comprend justement. Et jusqu'à ce qu'il y ait un jeune homme, d'à peu près son âge, qui lui parle français, qui est norvégien, mais qui parle français pour des raisons que je ne vais pas forcément expliciter là, qui propose de l'aider puisque au moins il la comprend et puis voilà, il peut ça tombe bien puisque le village du Père Noël c'est justement là où il habite, donc il propose de l'emmener. Je vais m'arrêter là pour le résumé, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en savoir plus. Elle va du coup se retrouver avec ce jeune homme qui s'appelle Sven, sa mère qui s'appelle Freya et leur chien qui s'appelle Oslo. Alors déjà rien que les prénoms des personnages, voilà, il n'y a rien de particulièrement original. Je suis très déçue par ma lecture et j'en suis la première dégoûtée parce que j'adore Laetitia Arnoux et j'ai énormément aimé les 2 précédents livres que j'ai lus d'elle, particulièrement Noël à Bleak Hill Castle que j'ai lu en décembre il me semble, mais à mon sens je pense que l'autrice devrait se contenter d'écrire de l'historique. Parce que là on est sur une romance de Noël qui se déroule de nos jours et malheureusement ça marche pas. Alors c'est très mignon, c'est très tendre, c'est très beau, il y a le côté très ambiance de Noël, téléfilm, voilà, pour le coup l'ambiance est là, il n'y a aucun problème. Par contre, je trouve que Léo est particulièrement bête, idiote. Elle est pleine de préjugés. Elle accumule les clichés sur les pays scandinaves. Elle prend... Comment dire? Elle n'analyse pas les choses. On est à un moment de l'histoire où on sent bien qu'entre deux, il va forcément se passer quelque chose, mais eux, ils n'ont pas encore compris que l'un et l'autre, ils se plaisaient. Mais ça n'empêche pas Léo de faire une crise de jalousie quand elle voit Sven avec une autre femme. Alors, le chapitre est écrit, enfin la conversation qu'ils ont entre eux est écrite d'une telle façon que nous, on comprend tout de suite que la nana avec qui il était, ça doit forcément être genre sa cousine ou quelque chose comme ça, mais clairement c'était pas un truc romantique. Mais elle ne le laisse pas parler, bien sûr, et du coup elle est vexée, donc elle invente toutes les excuses. Ça me regarde pas, vous faites ce que vous voulez, et puis voilà, et lui du coup il a même pas le temps d'expliquer ce qu'il veut, bref, donc on en est là. Et puis, alors j'adore le personnage de Sven, mais dans l'histoire, et même dans l'histoire, dans le résumé et dans l'histoire, à plusieurs reprises, Léo, parce qu'on est du point de vue de Léo, hein, c'est un récit à la première personne, Léo le décrit comme étant assez froid, renfermé, mais pas du tout. Pas du tout, à aucun moment, ce personnage ne m'a paru froid et renfermé. Au contraire, c'est quelqu'un d'hyper chaleureux, qui met très facilement à l'aise. Il est un peu pudique, peut-être, mais il n'y a rien de froid ou de... Ouais, je sais pas, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens de décrire ce personnage comme ça. Et surtout, ce qui me dérange le plus, c'est que
on le sait que l'autrice, elle est allée en Norvège ou en Finlande, les deux peut-être, et qu'elle a adoré ce pays. Elle a un Shiba Inu, donc elle est fan de cet animal, particulièrement du sien, dont elle s'est à mon avis énormément inspirée pour créer le personnage d'Oslo. Mais on enchaîne les explications scientifiques et académiques, un peu comme dans Le secret du jeune prétendant de... Oh mince, comment elle s'appelle Mince, je sais plus sous les yeux. Je sais plus où il est. Marie Valente, que j'avais adoré, mais ce côté un petit peu académique, je recrache presque la page Wikipédia pour expliquer ce que j'ai sous les yeux. Voilà, ça m'avait un peu embêté. Et là, c'est genre 10 fois pire. À tous les chapitres, j'ai le droit à une explication. J'ai l'impression de lire une page Wikipédia. Et je n'en ai pas besoin, en fait. Je n'en ai pas envie. S'il y a un élément qui semble nécessiter une explication, bah, tu peux me faire une note de bas de page ou un glossaire à la limite, parce que la note de bas de page, j'aurais plutôt tendance à la lire tout de suite et ça risque de couper le récit, mais peut-être un glossaire. Ou bien je vais simplement chercher moi-même dans un dictionnaire ce que veulent dire ces mots. Là, non. J'ai l'impression de lire le mémoire ou un carnet, même pas un carnet de voyage, oh, si, quoique, peut-être. Je sais pas, quand vous écrivez un carnet de voyage, vous avez tendance à expliquer à chaque fois ce que c'est les mots, les paysages, enfin, j'en sais rien, mais je suis trop déçue. J'ai les boules. Je vais quand même le continuer parce que, comme dit, l'atmosphère est vraiment très très chouette. J'adore l'atmosphère, j'adore découvrir les paysages. Malheureusement, c'est long, c'est lent. Ça aurait pas dû me prendre 7 jours pour lire même pas 200 pages. Donc, je vais le finir aujourd'hui. Puisque j'ai préparé la lecture commune des 2 prochains titres que je vais lire pour cette vidéo. Donc voilà, il me reste 150 pages à lire, 160 pages à lire. Donc je vais les lire là cet après-midi. Et je suis en vacances en plus. Depuis hier midi, je suis en vacances et je ne reprends le travail que le 18. Donc je vais avoir beaucoup de temps pour lire, j'espère. Et voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé définitivement plus tard, là cet après-midi, début de soirée, quand je l'aurai terminé. Mais voilà, en plus il est beau. Je suis trop dégoûtée. Oh purée. Après l'échec de Jérémy Angelo dans la vidéo, enfin au mois de décembre chez Twinkle, parce que je les compare parce que c'est toujours Twinkle. J'avais tellement peur de plus rien aimer de cette maison d'édition, et puis j'ai lu Noël à Bly Castle de Laetitia Arnoux et j'ai adoré. Du coup je me suis dit ouais c'est bon, vas-y Laetitia Arnoux, Twinkle, j'y vais quoi. Et j'ai les boules. Vous imaginez même pas à quel point j'ai les boules. Parce que là clairement je pense pas, si c'était juste l'histoire qui me plaisait pas, il y aurait peut-être moyen que la fin de l'histoire, la deuxième partie, monte en puissance et me plaise et waouh quoi. Mais là, c'est pas le problème de l'histoire. L'histoire, c'est une romance classique avec un problème de mauvaise communication que je supporte pas. C'est un des tropes que je déteste le plus après le triangle amoureux et l'amnésie. Ça fait partie, c'est le trio infernal. Voilà, c'est la trilogie du samedi. Je déteste ces 3 tropes. J'espère qu'elle va pas m'en sortir me sortir les 2 autres dans le même bouquin. Ce serait absolument horrible. Mais voilà, j'ai les nerfs, je suis dégoûtée. Donc, c'est pas grave, je garderai probablement pas ce livre, ce qui est très très triste, mais c'est comme ça. Je vais le laisser de côté, enfin je vais le laisser de côté, non, je vais le laisser là parce que je vais le finir tout à l'heure, dès que j'aurai fini de vous parler. Mais avant de vous quitter pour me remettre à ma lecture, je voulais vous montrer quelque chose parce que j'ai décidé cette année de ne plus faire de vidéos book haul unboxing, puisque je ne reçois plus les Fairyloot mensuels. Les seuls que je reçois, c'est quand j'ai acheté la suite d'un livre que j'ai reçu dans une box mensuelle, ou bien quand il y a des éditions spéciales de livres qui m'intéressent vraiment. Et en l'occurrence, celui-ci, c'est une édition spéciale d'un livre qui m'intéressait vraiment. Mais ce n'est pas Fairyloot, c'est Bookmark.
gardez en tête, je vais justifier un petit peu mon achat, j'ai précommandé ce livre avant d'avoir reçu et d'avoir lu, parce que reçu je sais pas, mais lu, j'ai précommandé ce livre avant d'avoir lu Le Chant du Corbeau de TJ Klune. L'édition extraordinaire à 40 € Bookmark, qui est bourrée de fautes et absolument dégueulasse. Donc concrètement, quand vous la voyez comme ça, elle est très belle, mais pour moi, c'est du travail bâclé. C'est inadmissible d'avoir ressorti un bouquin pareil. Bref, donc, après avoir lu Le Chant du Corbeau, j'ai tenté d'annuler ma précommande, mais on ne peut pas annuler une précommande. Donc c'est génial. Bref, donc j'ai celui-ci, de chez Bookmark, qui est arrivé dans un carton absolument gigantesque, c'était plutôt justifié quand vous allez voir la tronche du bouquin. Donc, j'ai précommandé la première intégrale, puisque c'est une tétralogie, que les éditions Bookmark ont décidé de scinder en 2 intégrales. La première intégrale avec les livres 1 et 2, avec les tomes 1 et 2 dans un seul livre, et la deuxième intégrale avec les tomes 3 et 4 dans un seul livre. Donc là, j'ai reçu la première intégrale, puisque la deuxième n'a même pas encore été annoncée, je crois. Ils ont plutôt intérêt à la faire. Après, je pense que je ne devrais pas avoir trop de mal à revendre celui-ci si jamais. C'est une romantaisie dont j'ai entendu parler il y a longtemps et que j'avais très envie de lire. Ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, c'est la version française. Mais comme dit, c'est la version française par Bookmark. Parce que par n'importe quelle autre maison d'édition, à part peut-être de Saxus et Hugo, ça m'aurait peut-être fait moins peur. Écoutez, on verra bien à quel point c'est réussi ou pas. Donc, le pavé, je ne sais même pas si on peut appeler ça un pavé, c'est un dictionnaire, clairement. D'ailleurs, quand j'ai sorti le livre de sa boîte, mon mari m'a fait cette réflexion-là. En gros, mais t'as commandé un dictionnaire, c'est pas possible. Voilà, voilà. Je vous montre parce qu'il est vraiment très très beau et comme dit, je fais plus beaucoup l'unboxing, mais je n'ai pas la moindre idée de quand je vais le lire. C'est donc l'intégrale 1 des 4 cavaliers de Laura Thalassa, Pestilence le tome 1 et Guerre le tome 2. C'est une romantaisie avec, à chaque tome, on suit un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont venus sur terre, pestilence, guerre, famine et mort, chevauchant leurs effroyables destriers, les 4 cavaliers ont parcouru le globe, avec chacun le pouvoir d'anéantir l'humanité. Ils sont venus sur terre pour nous éliminer tous. Donc il est vraiment très très beau. On a des end pages qui sont les mêmes de l'autre côté. Il n'y a rien derrière la jaquette. Le hardback est en tissé. Voilà, c'est exactement la même citation à l'arrière et donc les end pages à l'arrière qui sont les mêmes. Les impressions à l'intérieur sont en couleur. On a du rouge et noir pendant tout le livre. On a un petit mot de l'autrice qui a été traduit. Et rien que le petit mot de l'autrice a été mal traduit. Chers lecteurs, j'espère que vous allez aimer lire Les 4 cavaliers. Essayez de survivre l'apocalypse. Si vous le pouvez, bonne lecture. Laura Thalassa. En français, on dit essayez de survivre à l'apocalypse et pas essayez de survivre l'apocalypse. Contrairement à l'anglais où on dit survive the apocalypse, mais... Bref, c'est traduit par Cécile Fruteau. Good job, girl. Voilà, donc Pestilence, le tome 1, tout en couleur. La petite dédicace en couleur. Et comme dit, chaque en-tête de chapitre va être colorée avec ce rouge. Et je viens de découvrir que on a des illustrations tout au long des histoires. Donc, il est vraiment très très cool. On verra pour la qualité de la traduction, comme dit. Alors, l'épilogue, il fait... Alors, avec l'épilogue du tome 2, on est à 873 pages.
Et le tome 1, est-ce que j'arrive à... Je vais essayer. J'aimerais bien ne pas me spoiler avec les illustrations, s'il vous plaît. Ah, épilogue. L'épilogue du tome 1 s'arrête à la page 382. Donc, ils sont pas si longs que ça. 800 pages, je pense que s'ils avaient pris un papier de meilleure qualité, s'ils avaient fait genre en mode papier Bible, je pense qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir un pavé pareil. Mais j'avoue que pour les illustrations, c'est quand même mieux d'avoir un papier un peu plus épais. Voilà, je voulais juste vous le montrer pour que vous sachiez qu'il a rejoint ma pile à lire. C'est mon premier achat, ma première réception du mois de février. Ça compte pour 2. Ça compte comme 2 livres du coup, mais bon, c'est pas grave. Je n'ai normalement pas prévu d'en recevoir d'autres en février. Normalement, non. À part peut-être un Fairy-Loot ou 2. Mais il faut que je fasse le point sur mes précommandes parce que je sais plus ce qui arrive bientôt. Donc, je vous laisse cette fois-ci et puis je vais reprendre ma lecture de Et il a neigé sur le fjord. On est samedi le 8 et j'ai terminé comme prévu hier soir Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux. Je lui ai quand même mis 4 étoiles, mais clairement j'ai eu un peu de mal avec les personnages et le style de l'autrice a malheureusement gâché un peu mon expérience. L'histoire, comme je vous l'ai déjà dit dans le clip précédent, est très mignonne et on est vraiment sur l'ambiance typique romance de Noël, téléfilm. Je suis un poil déçue par la façon dont ça se termine. Il m'a manqué quelque chose avec cette histoire. Le pitch m'a plu, l'ambiance était chouette, mais comme dit, voilà, le style de l'autrice malheureusement a un peu gâché mon expérience. C'est trop dommage parce que je sais que j'aime le style de cette autrice, mais pas sur celui-ci, pas pour ce contemporain. Je crois que j'en ai d'autres d'elle dans ma pile à lire. 1 ou 2 peut-être. Donc j'espère que ce sera un peu plus à mon goût. En tout cas, je vais laisser celui-ci de côté. Malheureusement, je vais le revendre parce que je ne le relirai pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. 4 étoiles du coup pour Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux. Je vous rappelle que la thématique pour le buzzword, c'était un livre dans le titre duquel il y avait un mot en rapport avec l'eau, fjord, ça marchait. On passe à ma deuxième lecture pour ce vlog, la lecture qui va me permettre de valider le buzzword des couvertures. Pour la thématique du mois de février, il faut qu'il y ait une skyline sur la couverture, donc c'est-à-dire une ligne d'horizon avec des bâtiments. La skyline la plus célèbre étant celle de New York. Je pense que vous devez voir à peu près de quoi je parle quand je vous dis le mot skyline. J'ai galéré les amis, j'ai galéré. Il y en a un dans ma pile à lire physique qui a une skyline. En réalité, il y en a même 2, mais ce sont les tomes 2 et 3 d'une même série. Donc j'ai sorti le tome 2 que je vais commencer à lire aujourd'hui en lecture commune avec Diane. L'ordre des mimes, le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon. Alors, évidemment, il y a la skyline de Londres ici. Donc, on est dans un univers où notre héroïne est clairvoyante, dans un monde où il est interdit d'être clairvoyant. Il y a une histoire de magie, elle va être arrêtée, on est sur un enemies to lovers. D'ailleurs, il me semble que c'est pour ce trope que celui-ci est dans ma palle des cartes du mois de février. Voilà, j'ai réussi à caser mes 3 lectures du buzzword dans ma palle des cartes, il me semble. Donc je suis plutôt contente. Peut-être pas Il a neigé sur le fjord, j'ai un doute maintenant. Mais voilà. J'ai plus vraiment l'histoire en tête. Je me souviens que j'avais apprécié le tome 1, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Alors, je vous en ai parlé dans ma palle des cartes, je crois. J'avais prévu au départ de relire le tome 1 dans la nouvelle version rééditée par Samantha Shannon, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que le tome 1 de The Bone Season est sorti. Et elle a décidé de le réécrire en modifiant quelques éléments, en rajoutant quelques petits trucs. Vraisemblablement rien qui altère l'essence du récit, mais de manière à l'améliorer, elle a souhaité les réécrire, tous, du coup. Le tome 5, qu'elle a écrit pour la première fois, va paraître là, très très bientôt, je crois en mars. Et moi j'ai lu le tome 1 en français,
édité chez De Saxus. La traduction et la correction étaient très mauvaises, comme en général chez De Saxus. Donc peut-être que ça avait joué un petit peu sur ma lecture. J'ai décidé finalement de ne pas me prendre la tête plus que ça, parce qu'au-delà de la mauvaise traduction et de la mauvaise correction, l'histoire en elle-même m'avait moins accroché que ce que j'aurais aimé. Donc je me suis dit que j'allais pas relire le tome 1. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un récap spoilant, de manière à me souvenir de tout ce qui s'y déroule. Et puis je vais me lancer tout de suite, aujourd'hui, dans le tome 2 en français, quand même. J'ai prévu 8 jours pour le lire. On est sur environ 75 pages par jour. Je vous reprendrai du coup, quand je serai arrivée à peu près là. 305 sur... Sachant qu'il y a aussi un glossaire à la fin, sur 618. Ouais, donc ça fait 309. Ouais, je vous reprendrai à peu près là, juste avant le chapitre 14. Pour vous faire du coup un récap, pour vous dire un peu plus précisément de quoi parle le tome 1, puisque j'aurais lu moi-même le récap, en essayant de ne pas vous spoiler, et puis pour vous dire ce que je pense de ma lecture jusqu'ici. Donc, maintenant que vous avez vu la thématique du buzzword, des couvertures, qui est Skyline, et que vous savez que la thématique pour le titre, c'est un mot en rapport avec l'eau, essayez de deviner dans les commentaires, avant qu'on passe à la troisième lecture, quel titre j'ai sorti de ma pile à lire. Je vous donne quand même des petits indices, hein, ça devrait pas être trop compliqué. C'est un titre que j'ai réussi à sortir de ma pile à lire physique, donc il y en avait un, avec un mot dans le titre qui rappelle l'eau et une skyline sur la couverture. Il va falloir zoomer parce que la skyline sur la couverture du troisième est légère. J'ai pris la liberté de l'intégrer quand même. Mais bon, on n'en est pas encore là. Ah oui, et ce sera aussi une lecture commune avec Diane. Gros indice supplémentaire. Et techniquement, si je dis pas de bêtises, il fait partie de ma palle des cartes. Je sais plus maintenant. Mais voilà. Donc, je vais me lancer dans la lecture de celui-ci. Je vous donnerai mon avis quand je serai arrivée à peu près à la moitié. Et comme je ne vais lire que 75 pages par jour, je vais en parallèle commencer le dernier livre de ma palle des cartes que j'ai pas encore eu le temps de feuilleter. Hello, on est le 12 février, toujours, bien entendu. On est arrivé à... Non, pas tout à fait le milieu du mois, mais on s'en rapproche. Il est 8h46. Je suis en vacances, mais je n'arrive pas à me réveiller plus tard. Et une fois que j'ai ouvert les yeux, je n'arrive pas à me rendormir. Donc, j'ai pas envie de me rendormir, surtout. Je suis plutôt quelqu'un qui est du matin que du soir. Voilà, donc je me suis fait mon petit café. J'ai pris mes gouttes pour mon nez parce que je commence à être enrhumée. Super. Je vous reprends pour vous parler de The Bone Season de Samantha Shannon. Alors, je vais juste aller voir... Excusez-moi. Oups. Je vais juste aller voir la note que j'avais mise au tome 1. Parce que... il me semble que je vous l'ai déjà dit dans le clip précédent, mais je me souviens de l'avoir... Oups. Je me souviens de l'avoir apprécié, mais beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Et malheureusement, le tome 2, pas beaucoup mieux. Alors, on va voir s'il a envie. Je vais couper le son au cas où. Oh, c'est très très lent. Bon, bref, en attendant, je vais vous faire le récap. C'est bien ce que je pensais, je lui avais mis 14. 14, c'est une note au-delà de laquelle j'estime que je ne vais pas aller plus loin. J'aurais... En vrai, à partir du moment où j'ai mis 14 au tome 1, j'aurais dû unhaul les suivants de ma pile à lire et juste abandonner la série. Mais c'est Samantha Shannon, je voulais quand même lui donner une chance. Et malheureusement, ben, c'est pas trop ça. Alors... le style de l'autrice est impeccable, mais la traduction et la correction sont à chier, et je pèse mes mots. Je suis en train de le lire en lecture commune avec Diane, donc j'ai atteint la moitié. Hein. On est chapitre 14, page 303, 305. À un moment donné, dans un des chapitres, il est noté que Jackson, donc un des personnages, parle de son bureau comme de son boudoir. Le mot boudoir est en italique et la phrase c'est
Jackson l'appelle son boudoir en français dans le texte. Oui, la partie en français dans le texte aurait dû être en note de bas de page. Et puis là, dans un des chapitres que j'ai lu hier, Paige traverse une pièce ou un quartier, je ne sais plus, et puis elle dit que ça pourrait lui coûter la mort. Oui, alors en français on dit que ça pourrait lui coûter la vie, ou bien entraîner sa mort, mais ça ne peut pas lui coûter la mort. Il y a pas mal de petites choses comme ça, il y a pas mal d'éléments de traduction et de correction. Les deux sont fautifs, hein, c'est pas uniquement le... Alors, De Saxus devrait s'entourer de meilleurs traducteurs, de manière à ce que le travail du correcteur soit moins important, mais également de meilleurs correcteurs, parce qu'il est inadmissible qu'un livre à 23,90 € arrive dans les mains du lecteur en cet état, en fait. Ça, c'est pour la petite claque à l'éditeur, mais bon, vous savez que je n'achète plus chez eux désormais, je préfère lire leurs livres en version originale, puisque quasiment systématiquement, ils font des traductions. Voilà, j'en ai encore une pleine étagère dans ma bibliothèque, parce que ouais, l'étagère d'en dessous va drastiquement se réduire si je décide effectivement, et je pense que je vais supprimer les deux suivants que j'ai dans ma pile à lire. Parce que au départ, je voulais même m'arrêter au milieu et vous dire c'est bon, je l'abandonne, j'en ai marre, ça me saoule. Vu le dernier chapitre que j'ai lu hier, je me dis bon allez, je lui laisse encore une petite chance, on verra si l'histoire évolue dans un sens qui me plaît un peu plus. Pour l'instant c'est le cas, mais voilà, c'est juste à cause d'un personnage. Donc pour en terminer avec De Saxus, voilà, j'achète plus chez eux. Je vous le déconseille également. Je sais que malheureusement, ils traduisent énormément de fantaisie et j'ai dit ça, ils traduisent énormément de fantaisie ou ils éditent, je sais plus. Bref, ils traduisent énormément de fantaisie qui ont énormément de succès outre-Manche et outre-Atlantique, et je comprends que ce soit tentant, si vous ne lisez pas en anglais, de les lire comme ça. Voilà. Empruntez-les à la bibliothèque ou à la médiathèque. Je ne sais pas si vous le savez, mais de plus en plus de structures, bibliothèques ou médiathèques, prennent en compte réellement les suggestions des lecteurs. Et si vous êtes dans une petite structure, elle peut bénéficier les structures des villes de moins de 10 000 habitants. Et c'est même plus le cas maintenant, ça a changé. Mais les petites structures bénéficient du soutien logistique des bibliothèques départementales. Donc si vous êtes dans une petite ville et que vous avez une bibliothèque, elle peut profiter du catalogue, normalement, de la bibliothèque départementale, qui a un fonds beaucoup plus important. Et si votre bibliothèque n'a pas les moyens d'acheter des gros livres de fantasy, parce qu'en général c'est des pavés, donc ils sont plutôt chers, n'hésitez pas à regarder aussi sur le catalogue de votre bibliothèque départementale et demander à votre bibliothèque locale de faire venir les livres de chez eux. Voilà, petite parenthèse sur promotion des bibliothèques et des bibliothèques départementales. Je vous rappelle que je suis moi-même bibliothécaire. Donc voilà, autopromo on va dire. À part ça, l'histoire. Donc, on va faire la rencontre dans le tome 1 de Paige, qui est une clairvoyante dans un monde dans lequel il est illégal d'être clairvoyant. Ça se passe à Londres en 2059, je crois. On est sur une science-fiction fantasy, parce qu'il y a de la magie, dystopique. En fait, dans cet univers, c'est un groupuscule armé qui a plus ou moins pris le pouvoir, et en gros, ils font la chasse aux clairvoyants. Alors, on appelle clairvoyant toute personne disposant d'une certaine forme de magie. Par exemple, Paige est capable de s'introduire dans les rêves, dans l'esprit des gens, mais il y a d'autres magiciens qui manipulent le feu, on parle énormément des fantômes aussi dans cette histoire, qui sont très présents, qui peuvent du coup dompter les fantômes. Il y en a qui ont des visions de l'avenir. Il y a une de la bande qui est capable qui a un lien avec l'art. Elle est capable d'être possédée par des fantômes des artistes décédés, et du coup de reproduire certaines de leurs œuvres.
Il y a plein de formes différentes de magie. Et on est à Sion, Londres, donc le nouveau Londres, avec plusieurs cohortes de gangsters. On est sur un genre de, je vais pas dire mafia, mais ouais, plutôt gang. Avec chacun son chef de gang. Et on a le suzerain de l'ombre qui dirige un petit peu toutes ces personnes. Et dans le tome 1, Paige va se faire arrêter. Elle va être prise en flagrant délit. Et elle va être emmenée dans une prison. Alors elle pense qu'elle va être exécutée parce que tous les clairvoyants qui sont arrêtés sont exécutés quasiment systématiquement. Et en fait, elle va se retrouver dans une prison. Et elle va rencontrer... elle va se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on lui dit depuis sa naissance est faux. Et qu'il y a plus derrière ce qu'elle pensait connaître. On va avoir un peuple de créatures fantastiques qui viennent d'un autre plan de la réalité, donc d'un univers parallèle, qui s'apparentent à la fois à des vampires, mais pas tout à fait, qui font plus une impression d'aliens. Alors ils ont une forme humaine, mais leur peau est quasiment métallique, en tout cas au niveau des teintes, ils sont quasiment indestructibles. Leurs yeux ont une couleur particulière. Voilà. Il y a plein d'éléments. Je trouve que c'est en fait assez flou. C'est surtout ça qui m'avait dérangé dans le tome 1, au-delà de la traduction et de la correction, bien entendu. Et je me demande même si j'aurais été capable de le lire et de le comprendre en version originale, parce qu'il y a énormément de termes spécifiques à cette histoire. Là, un des éléments qui me gêne, et dont j'avais pas le souvenir dans le tome 1, mais ça doit quand même être le cas, c'est que Paige appelle le personnage principal masculin gouverneur, et elle le tutoie, et c'est pas vraiment un prénom du coup. Je me demande si c'est pas une erreur de traduction. Je sais pas, ça me fait vraiment très bizarre. Je n'arrive pas à entrer dans l'histoire. Alors heureusement j'ai lu les récaps du tome 1, parce que j'avais effectivement tout oublié de ce qui se passait dans le tome 1, à quelques détails près. Il y a des éléments qui ont été mentionnés qui pour l'instant n'ont aucun intérêt pour l'histoire, qui en auront probablement un à un moment donné, parce que ça reste Samantha Shannon, donc je m'inquiète pas trop, mais malheureusement, ça m'intéresse pas, en fait. Je ne suis pas intéressée par l'histoire, le tome 1 se termine d'une façon qui fait que nos deux héros sont séparés. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Et là, je viens seulement d'arriver à la moitié et enfin, ils se retrouvent. C'est pour ça que je me dis, bon allez, je lui laisse encore une petite chance pour avancer un peu. Mais en réalité, je sais pas. Je vais quand même lire encore au moins la partie d'aujourd'hui pour voir un petit peu plus d'interaction entre Paige et le gouverneur du coup. Parce que c'est un personnage qui m'intrigue énormément. Malheureusement, ouais, j'arrive pas. Mais c'est l'histoire, hein, vraiment c'est l'histoire. Puisque comme dit, le style de l'autrice est vraiment très bon. Et je trouve que c'est pas assez... En fait, il y a un glossaire à la fin de ce livre. Glossaire rédigé par l'autrice, hein, pas par l'éditeur, mais ça m'embête de devoir retourner dans le glossaire à chaque fois que je tombe sur un mot qui est typique du coup de cet univers, de cette histoire, et pour lequel j'ai besoin d'un peu plus d'explications. L'autrice a décidé, elle a pris le parti de nous faire rentrer dans son histoire et de nous faire découvrir au fur et à mesure, grâce au contexte uniquement, ce que signifiaient les mots, la plupart du temps.
parfois elle explique quand même un peu plus. Mais là, vu que le tome 1, je l'ai lu en 2022, 31 juillet 2022, ben je suis un peu perdue et j'arrive pas à m'attacher, que ce soit au personnage ou à l'histoire. Il y a eu un gros événement là dans un des chapitres, un événement choquant dans la progression de l'histoire et de manière plutôt positive pour l'héroïne. Ça m'a même pas vraiment fait plaisir. Je suis complètement indifférente à cette histoire et à cet univers. Je pense que c'est vraiment le mot, l'indifférence. Et c'est dommage. Donc, je me dis, est-ce que je l'abandonne parce que comme ça, je vais pas lui mettre une note vraiment bof-bof, ou est-ce que je continue quand même un peu? Je vais continuer quand même un peu, mais je suis vraiment pas sûre d'aller au bout. Ça va dépendre, je pense, de la partie d'aujourd'hui. Là, pour le coup, c'est vraiment au jour le jour. On verra. Ouais, je prends pas forcément énormément de plaisir à ma lecture avec celui-ci. Heureusement, à côté, j'en ai un que j'adore. Je vais vous laisser. Et puis, je vous reprendrai... on est quelle journée? Mercredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, si je le finis. Ou avant, si je décide de l'abandonner. Sachant que samedi, mes parents arrivent. Du coup, je vais avoir un petit peu moins de temps pour lire. Quoique. Voilà, donc je vous reprendrai dès que j'aurai atteint la fin de l'histoire, que ce soit en ayant terminé le livre ou en l'ayant abandonné. Hello, on est toujours le 12, ce qui est mauvais signe. J'ai lu la partie d'aujourd'hui, donc j'ai atteint la page 387, juste avant le chapitre 18, et je vais m'arrêter là. J'abandonne ce tome 2, j'abandonne la série. Malheureusement, les 4 chapitres que j'ai lus aujourd'hui ne m'ont pas donné plus envie de continuer à lire cette histoire. J'ai quand même envie de savoir comment ça va se finir. J'ai une théorie sur l'identité d'un personnage qui, à mon sens, est une identité secrète. Je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, qui a une double identité. Donc je voudrais voir si j'ai raison. Je vais aller voir sur le site que j'utilise pour lire les récaps, s'il y a un récap des tomes suivants, au moins du tome 2. Et puis en fonction du récap du tome 2, je lirai peut-être le récap du tome 3, mais bon, voilà, je vais pas me forcer à lire plus de cette histoire qui malheureusement n'a pas réussi à m'intéresser. Comme dit, ça n'enlève en rien la qualité de l'écriture de l'autrice, que je peux pas réellement juger sur ce livre-là puisque je l'ai lu en français, mais l'histoire ne m'intéresse pas. Suffisamment pour avoir envie de savoir comment ça va se finir, mais pas pour me coltiner encore 300 pages de ce tome-là. Un peu plus de 200 pages de ce tome-là. Plus les tomes suivants. Donc, celui-ci va rejoindre la pile des livres dont je vais me séparer. Je vais pas le mettre tout de suite sur Vinted parce qu'il faudrait que je retrouve le tome 1 pour pouvoir faire un lot avec le tome 3 et le tome 4. Voilà. Que je ne lirai pas du coup. Ça fait un gros trou dans ma bibliothèque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais voir si je réussis à le retrouver, le tome 1, dans mes cartons. Parce que comme on a pas mal débarrassé la cave le week-end dernier, il y a moyen que je remette la main dessus assez rapidement. Je sais pas, on va voir. Et il faudrait aussi que je réussisse à retrouver le premier tome des Bridgerton, parce que c'est aussi une série dont je vais me débarrasser. Mais pareil, je voudrais faire un lot avec la série en entier sur Vinted. Donc... je vais voir si je réussis à retrouver le tome 1 pour le mettre avec ses petits frères et sœurs. C'est rigolo parce que chaque tome, c'est le prénom d'un des frères ou sœurs de la fratrie. Bref, voilà, donc comme dit, hein, ça fait un gros trou dans ma bibliothèque, mais c'est pas plus mal. L'idée, c'est de faire de la place et si je peux
récupérer un petit peu de l'argent que j'ai investi à la base dans ces livres de piètre qualité éditoriale. Ce sera toujours ça. Donc je laisse tomber The Bone Season. Tant pis, c'était pas pour moi. C'est de la SF. Voilà, sans dire que la SF c'est pas mon truc, parce qu'on sait que parfois ça arrive que j'aime des romans de SF, ben malheureusement cette série-là c'était pas pour moi. Et pourtant, sur le papier, étant donné qu'on est quand même sur un univers donc, de science-fiction, mais avec une inclusion de fantastique, fantasy, puisqu'on a une histoire de pouvoir magique, ben, il y avait le potentiel pour que ça me plaise. J'ai juste pas, j'ai pas envie, j'ai pas la motivation pour aller au bout de cette histoire sous ce format-là. Donc comme dit, je vais me contenter, je l'ai pas noté, du coup je ne note pas mes abandons, j'estime que c'est pas juste, puisque je ne suis pas allée au bout. Là, approximativement, j'ai abandonné le tome 2 à 62%. Je vais quand même comptabiliser le nombre de pages que j'ai lues dans mon nombre de pages lues au total à la fin de l'année, et puis je vais comptabiliser même si je ne le note pas, ça va compter comme un 0 dans ma moyenne des notes de fin de mois, même si je ne lui ai pas mis un 0, c'est juste que voilà, c'est un abandon, donc au niveau de mes statistiques, pour moi c'était une mauvaise lecture, donc je le compterai comme un 0 dans mes stats, mais ça ne veut pas dire que je lui mets 0, je ne le note pas. Je sais pas si c'est très clair. Bref, je vais arrêter de m'embrouiller. Je vais laisser ça de côté. Et on va passer, alors pas tout de suite, parce que comme dit, on est le 12, et The Bone Season, je le lisais en lecture commune avec Diane, et celui-là, donc le 3e livre que je vais lire pour cette vidéo, je vais aussi le lire en lecture commune avec Diane. Donc je vais lui laisser le temps de finir The Bone Season, avant de commencer celui-ci. Du coup, je crois qu'il me restait encore 3 parties, 13, 14, 15. Donc celui-ci, on va le commencer le 16, donc dans 3-4 jours. Donc, pour le 3e livre de cette vidéo, j'espère que ce sera une réussite, parce que sinon ce vlog est catastrophique. Entre le 14 de Et il a neigé sur le fjord et l'abandon du tome 2 de The Bone Season. Alors, il s'agit d'un livre, d'un roman, dans le titre duquel il y a un mot en lien avec l'eau, et sur la couverture duquel il y a une skyline. La skyline est très légère, comme je vous l'ai dit dans un des clips précédents, mais elle y est. Et en plus de ça, c'est le tome 3.5 qui va me permettre de clôturer définitivement une trilogie, plus le tome 3.5, que j'avais apprécié, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Il y a une thématique récurrente là, je trouve, pour ce vlog, malheureusement. On va voir. Il s'agit de contes et nouvelles dans l'univers, donc peut-être que ça me plaira. J'espère, parce que ça a été le cas pour Daughter of the Moon Goddess. J'avais adoré le tome 2.5 qui était un recueil de contes et de nouvelles. On va voir. Est-ce que vous avez réussi à deviner de quel titre il allait s'agir? En plus... Ah non, pas c'est moche, mais c'est pas grave. Le fleuve d'argent de S.E. Chakraborty, et la skyline, elle est là. C'est le tome 3.5 de la trilogie d'Evabad. Voilà, j'avais aimé la trilogie d'Evabad. La fantasy orientale, c'est un de mes sous-genres de fantasy préférés. Donc on va voir, j'ai prévu 1, 2, 3, 4 jours pour le lire. Techniquement, le dernier jour de lecture, ce sera le mercredi qui va précéder le jour de publication de cette vidéo. Donc je devrais avoir le temps de le lire et de finir le montage de cette vidéo, parce que je l'ai déjà monté jusqu'au clip précédent. Là, je vais monter ce clip-ci. Comme ça me permettra d'être un peu plus... comment dire, d'être à jour, en fait, et de ne pas avoir à me précipiter. Je vous reprendrai quand je serai arrivée à la moitié. Et puis, je vais déjà vous dire maintenant un petit peu de quoi parle la trilogie d'Evabad. Alors, je vous reprendrai à peu près à la page 163. Donc, dans la trilogie d'Evabad, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Nari, c'est bien ça, j'avais peur de dire une bêtise,
qui arnaque les gens en leur faisant croire qu'elle peut invoquer des djinns pour faire des bénédictions ou lever des malédictions, ce genre de choses. Elle est invitée à un mariage pour bénir la future mariée. Et en fait, à ce moment-là, elle chante sa chanson d'invocation. Et elle invoque réellement pour la première fois un djinn. Un djinn très particulier qui va l'emmener avec lui à la cité de Daevabad. Et à partir de ce moment-là, elle va découvrir un petit peu quelles sont réellement ses origines. Elle va essayer de déjouer un complot. Une histoire de magie entre les djinns qui se croient tout-puissants, les humains qui possèdent quand même parfois de la magie. Enfin, voilà, c'est assez flou dans mon esprit. J'avais aimé l'ambiance, l'histoire m'avait un peu moins intéressée, et puis on est sur un trope de triangle amoureux qui m'avait pas plu. J'avais été un peu déçue par la fin. Ouais, on va voir. Je pars du principe que techniquement je devrais pas avoir besoin de me souvenir de ce qui se passe dans les 3 tomes pour lire celui-ci. On va voir. Qu'est-ce qui est noté à l'arrière? Conte de la saga Daevabad. Shannon Chakraborty développe toujours plus l'univers de Daevabad avec cette compilation magique d'histoires prenant place avant, pendant et après les événements de la série. Racontés du point de vue de personnages soit détestés, soit adorés ou complètement inédits, ces contes de Daevabad enrichissent un monde déjà rempli de magie et de merveilles. Explorer un pays caché des humains, un lieu où les djinns vivent et prospèrent, luttent et aiment, un royaume où les princes remettent en question les lois et où de puissants démons peuvent vous venir en aide ou vous détruire. Le Fleuve d'Argent est un recueil indispensable pour tous les lecteurs et lectrices de la série Daevabad. C'est un cadeau idéal et précieux, une façon merveilleuse de retrouver l'univers et les personnages pour mieux leur dire au revoir. On verra. On verra si je suis pas complètement paumée. J'ai pas spécialement envie de lire un récap de la série, même si j'en ai que des très vagues souvenirs. Donc, on va voir. Je vous laisse. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié, c'est-à-dire pas avant quelques jours déjà. Hello, on est jeudi, le 20 février, et vous allez voir cette vidéo tout à l'heure, donc il était temps que je revienne vers vous pour vous donner mon avis final sur le Fleuve d'Argent, puisque je l'ai en réalité terminé tout à l'heure. Alors, petit retour en arrière. Mes parents sont arrivés samedi, on est jeudi, hein. Mes parents sont arrivés samedi pour passer quelques jours avec nous, ils sont rentrés mercredi matin en même temps que moi j'ai repris le travail. Je n'ai pas lu une ligne entre samedi et mercredi matin. Donc, mon planning de lecture s'est légèrement modifié. Ce qui fait que j'ai lu Le Fleuve d'Argent en audio, en anglais, en 2 jours. Il n'est pas très long. Et puis on est sur une compilation d'une dizaine, je crois. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 très précisément. Scènes du point de vue de personnages qu'on connaît ou pas, mais qui se déroulent un peu avant ou bien pendant ou juste après les événements de la trilogie principale. Donc ça s'est lu très 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 rapidement. Je crois que le livre audio fait un peu plus de 9 heures. Donc comme je l'écoute en vitesse x2, j'en avais pour 4h30 au total d'écoute. Sachant que je l'écoute en allant bosser, en revenant du boulot. Donc ça me fait déjà 20 minutes. Ouais, allez, on va dire 30 minutes aller, 30 minutes retour. Donc ça fait 1 heure multiplié par 2, ça fait 2 heures. Donc ça fait déjà 4 heures sur les... Entre hier et aujourd'hui, il restait une demi-heure à peu près. Donc voilà, je l'ai facilement dévoré. Et j'ai adoré. Je suis trop contente parce que vraiment j'avais un peu peur. Je me souvenais plus, je savais déjà de base que je me souvenais plus suffisamment de la trilogie pour me souvenir de tous les personnages, etc. D'ailleurs, alors je sais plus si c'est dans la première histoire. Oui, tout à fait, dans la première histoire. Dès la première histoire, je me suis dit, mais c'est qui ce personnage? Et c'est un personnage super important, et je ne m'en souvenais pas. Enfin, je me souvenais de ce personnage, mais je me souvenais pas qu'il s'appelait comme ça, que c'était lui. Vous savez que j'ai du mal avec les noms des personnages, donc
Bref, j'ai passé un super moment. Alors il y a des personnages que j'ai pas appréciés dans la série, pas parce qu'ils étaient mal écrits, mais parce que c'est les méchants, ou voilà, et on a certains passages de leur point de vue, donc bon, ces passages-là m'ont un peu moins plu, ou bien des personnages qui sont un peu moins intéressants. Euh, mais j'ai retrouvé certains personnages que j'ai adorés et on a droit à de beaux chapitres avec des relations entre les personnages que je veux pas vous spoiler parce que c'est des choses qui arrivent tardivement et qui sont gardées secrètes pendant presque toute la durée de la série, donc je peux trop rien vous dire. C'était génial. J'ai adoré et ça m'a donné envie de relire la trilogie d'Eva Bad, ce que je ferai, mais pas tout de suite parce que j'ai pas le temps. J'ai d'autres lectures programmées, les relectures sont un peu compliquées pour moi. Mais moi qui hésitais à me séparer de la série, bah finalement je sais que je vais la garder, en tout cas pour l'instant. Le jour où je voudrais éventuellement la relire ou la racheter, je le ferai en version originale. Mais pour l'instant, voilà, j'ai les 4 volumes, du coup les 3 tomes de la trilogie plus le tome 3.5 dans l'édition reliée de Saxus. Donc je vais les garder précieusement. Et ouais, j'ai hâte d'arriver au moment où je pourrai les relire avec les infos et les petits. Pas les petits indices, mais tous les petits éléments supplémentaires que l'autrice nous apporte grâce à ce livre-là. Donc, vous ne pouvez pas lire Le Fleuve d'Argent sans avoir lu d'abord la trilogie parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui spoilent les tomes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est précisé à chaque fois avant au début de chaque scène, de chaque nouvelle, micro-nouvelle. On a le nom du point de vue, donc on sait de quel point de vue on se place. Et puis tout de suite après, l'autrice nous explique que cette scène se déroule avant le tome 1 ou entre le tome 1 et le tome 2 ou bien après le tome 2. Du coup, ça spoil les éléments du tome 1 et du tome 2. Donc j'ai trouvé que c'était très malin d'avoir fait ça. Donc, on finit ce vlog sur une note plutôt positive. Comme dit, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Donc je suis vraiment très 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 contente parce que j'avais un peu peur. Donc c'est plutôt une bonne note pour terminer ce vlog qui par ailleurs n'a pas été forcément des plus concluants pour moi en termes de qualité. Du coup, je vais vous laisser là pour l'instant. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez un palmier dans les commentaires pour Le Fleuve d'Argent que j'ai beaucoup aimé et que je vous invite à découvrir. Si vous ne connaissez pas la trilogie d'Eva Bad, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-la parce que vraiment ce tome bonus, je vais dire remet en perspective mon avis moyen, bon moyen, mais me donne vraiment envie de relire la trilogie, peut-être dans sa version originale. Peut-être que je l'apprécierais plus comme ça. Parce que comme dit, celui-ci, même si j'ai la version française, je l'ai écouté en anglais. Et peut-être que je l'apprécierais encore plus. Je vous laisse. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!